Bonjour à tous. Aujourd'hui, à y voir clair autour du monde, on met le cap sur la Tunisie. Un pays bordé par la Méditerranée, riche d'histoire, de culture et de contrastes. Je suis Nathalie Barrette, voyante et curieuse. À mes côtés, comme toujours, Bianca Lucier-Dalpé, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Et ensemble, on va découvrir ce que signifie vivre avec une déficience visuelle lorsque le destin nous fait naître de l'autre côté de l'Atlantique. Place à la découverte. Située au nord de l'Afrique, entre l'Algérie et la Libye, la Tunisie est l'un des plus petits pays de Maghreb. Près de 12 millions de personnes y vivent aujourd'hui. Sa capitale, Tunis, est aussi la ville où a grandi notre invité, Shaima Aoussadji. C'est à travers de son histoire que nous allons découvrir les réalités des personnes qui vivent avec une déficience visuelle dans ce pays. En préparant cette émission, Bianca et moi, on a été assez surprises de constater qu'il est difficile de trouver des données récentes sur les personnes qui vivent avec une déficience visuelle en Tunisie. Les données les plus souvent citées remontent à 1998 et estimaient environ à 225 000 le nombre de personnes qui avaient une déficience visuelle importante. Alors aujourd'hui, faute de statistiques nationales récentes, il est impossible d'obtenir un portrait précis de la situation. Une chose est toutefois certaine, derrière ces chiffres se trouvent des milliers de personnes qui tentent d'étudier, de travailler, de se déplacer, de vivre pleinement malgré leur handicap. Avant de commencer, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Tunisie est un pays qui est en pleine transformation. Mais pour comprendre la réalité des personnes handicapées en Tunisie, il faut revenir à un événement qui a changé l'histoire du pays, la Révolution de 2011. Pendant plus de 20 ans, les Tunisiens ont vécu sous le régime du président Ben Ali. Plusieurs dénonçaient la corruption, le manque de liberté, les difficultés économiques. Mais en janvier 2011, à la suite d'importantes manifestations populaires, le président a quitté le pouvoir. Cette révolution va donner naissance au mouvement qu'on va appeler le Printemps arabe. Pour les personnes handicapées, cette période marque un tournant important. Avant 2011, il n'était pas question de revendiquer ses droits ou de militer pour avoir une meilleure inclusion. Mais après la Révolution, de nombreuses associations ont commencé à faire entendre leur voix et à réclamer davantage d'accessibilité, l'accès à l'éducation, à l'emploi et surtout la participation à la vie citoyenne. Alors donc, après la Révolution de 2011, plusieurs associations ont commencé à défendre davantage les droits des personnes handicapées en Tunisie. Alors sur papier, les choses se sont améliorées, mais la question du handicap est devenue plus visible. Alors, les lois peuvent changer, mais les mentalités prennent souvent plus de temps. Alors, pour Shaima, vivre avec une déficience visuelle en Tunisie a longtemps voulu dire passer sous le radar. Comme son handicap ne se voit pas, ses besoins ont toujours été ignorés. Résultat, elle s'est retrouvée seule devant plusieurs défis que les autres ne soupçonnaient même pas. Shaima, pour comprendre la réalité des personnes qui vivent avec une déficience visuelle en Tunisie, on peut s'en faire une idée, en fait, à partir de ton propre parcours. Toi, tu vivais déjà avec une forte myopie, de l'astigmatisme depuis ton enfance, mais malgré ça, tu menais quand même une vie, somme toute, normale. La question qu'on voudrait te poser pour commencer, c'est à quel moment est-ce que tu as compris que c'était pas simplement un problème de lunettes, mais qu'il y avait quelque chose de plus sérieux derrière ça? Oui. Donc, bonjour tout le monde. Alors, bonjour, merci. Merci. En passant d'être ici avec nous, Shaima. Merci beaucoup. Le plaisir, c'est à moi. Alors moi, comme j'ai auparavant parlé avec Nathalie, moi je suis née déjà myope, on va dire forte myope. Donc je portais tout le temps des lunettes à partir de l'âge de à peu près 2 ans et demi. Mais je menais une vie comme tout le monde, comme toutes les personnes qui peuvent mettre des lunettes puis voir le monde tranquillement. À partir de 2013, on va dire ça, quand j'ai atteint l'âge de presque 20 ans, c'était au plus départ un déclenchement que j'ai remarqué. J'étais dans un hôtel avec une amie à moi et on allait à la piscine. J'ai raté une marche, j'ai tombé. Par la suite, on a rigolé, on a cru que c'est simplement parce que j'étais sans mes lunettes que j'allais me baigner et tout. Donc, c'était normal qu'on rigolait.
j'ai pas fait attention, malgré qu'avant, c'est vrai que je vois tout le temps, même avec le flou que j'avais vu que j'étais myope, je voyais tout le temps les marches. Donc, c'était pas normal. Mais ensuite, c'était dans la nuit, c'était dans une boîte de nuit, puis encore avec ma copine, la même, que je descendais des marches et il y avait exactement collé à ces marches-là des canapés. Tout est noir, vu que c'est une boîte de nuit, fait qu'il y a pas de luminosité, il y a juste comme les jeux de lumière. Ma copine, elle m'a comme devancé un peu, puis moi, je suis assise sur la marche, en croyant que c'était le canapé. Parce que tout était noir. Noir sur noir. Donc, exactement, il n'y avait pas de contraste pour moi. Donc, je étais toute de tissu velours qui a encore me fait de l'assurance que c'est bon, je suis rendue au canapé, je me suis assise, puis ma copine, elle regardait, elle est comme... Shaima, elle est venue. Shaima, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi de là-bas, c'est pas normal. Tu bloques le passage pour les gens derrière toi. Bien évidemment, les gens que je n'ai pas vus et qui passaient, comme passaient à côté de moi. Apparemment, ils m'ont insultée aussi. Parce que j'ai fait comme la personne qui ignore tout le monde, alors que moi, c'était juste, je ne voyais pas, mais je ne le savais pas. Donc, j'étais encore assise et tout. Elle m'a dit, non, lève-toi, le canapé, c'est juste à côté. Et là, je me suis assise, j'ai cru que c'était juste de la fatigue. Une étourderie, quelque chose comme ça. C'est ça, parce que je rigole avec ma copine et tout. Là, après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de signe. Et là, je suis rentrée à l'université, première année. J'étais très, très contente d'avoir réussi à rentrer dans cette université-là. Je rêvais tout le temps d'aller à celle-là exactement. Donc, j'étais dans la folie d'être à l'université et tout. Et là, un jour, je rentrais avec mes amis. Dans la station de métro, il y a les escaliers qu'on descend et tout. J'ai raté les marches encore. J'ai tombé. Troisième fois. Mais parce que moi, je suis très sociable. Je suis du genre quand je suis dans un groupe, c'est moi toujours qui rigole, qui parle, qui fait un peu le mouvement dans la go. Fait que dans ma tête, j'étais peut-être parce que je rigole, je parle, donc j'ai pas fait attention et hop, Et en tout cas, jusqu'à ce que, rendu à une journée, que je rentrais toute seule le soir d'un cours et j'étais dans la station de métro et il y avait une coupure d'électricité. Tout d'un coup, à cause de la pluie. Puis, il y avait plus de luminosité dans la station. Et je marchais tranquillement et j'ai tombé et j'ai raté. En fait, j'ai pas vu quand est-ce que l'escalier a commencé. Et j'ai raté toutes les marches, j'ai failli casser ma face. Tout l'escalier. Oui, toutes. C'était comme 20-25 marches. OK, Shaima, là, c'est le 4e événement de ce genre-là que tu vis. Donc, est-ce que tu as commencé à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passait? Ce jour-là, vraiment, je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, je n'ai pas vu. C'est pas que je rigole, c'est pas que je ne fais pas attention et c'est pas que de l'astigmatisme. Parce que moi, déjà, astigmate, avant, je vois pas entre le 3 et le 5. Je vois pas le métro. Mais on voit les escaliers. C'est ça. Ben oui. Je peux pas comprendre si le métro, il vient ou il s'en va jusqu'à ce qu'il rapproche. C'est ça, être astigmate. Mais ne pas voir complètement les marches, quand est-ce qu'elles commencent, ça, j'ai dit à maman, non, je n'ai pas vu, maman. Et là, maman, elle prend toujours au sérieux tout ce qui est en rapport avec ma vision. Et là, on est parti à mon docteur, mon ophtalmologiste. Et là, dès qu'il m'a mis sur l'appareil, je me rappelle très bien, il a reculé, il m'a regardé, il m'a dit, depuis quand, Shaima, tu ressens cela? J'ai dit, je sais pas, depuis l'été. Elle a dit, OK. Il m'a donné quelques analyses, quelques radios à faire. Je me rappelle, il s'appelait Pentacam en géographie. Je suis partie les faire. Et là, dans une autre clinique, c'est payant. C'est pas gratuit parce que c'est des
C'est des appareils qui sont chers, fait que c'est pas payé par le gouvernement. Et là, on est parti les faire, moi et ma mère. Et c'est là que les médecins, ils m'ont dit, tu as quelque chose qui s'appelle rétinite pigmentaire. Tu ne pourras plus voir dans l'obscurité, évidemment dans le noir, Shaima. Ils m'ont demandé, est-ce que tu conduis? J'ai dit oui, je conduis la voiture. Ils ont dit, OK, dorénavant, tu ne pourras plus conduire la nuit. Ah, la nuit seulement. Le jour, il n'y a pas été mention du jour. Non, il n'y avait pas la mention du jour. Non, pas du tout. Moi, j'ai rien compris de ce qui se passe, mais j'ai pas compris aussi l'ampleur. Donc, dans ma tête, OK, je peux plus sortir le soir, c'est pas grave. De toute manière, je sors pas trop. Donc, j'ai pas pris... Ils n'ont pas donné beaucoup d'informations. En fait, je ne veux pas accuser les médecins trop parce que ils m'ont expliqué ce qui se passe. Ils m'ont juste dit, OK, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de médicaments. C'est une chose qui touche la rétine et on n'a rien à faire avec ça. Mais moi, j'ai demandé quelques questions. J'ai demandé juste tout de suite, est-ce que je vais devenir aveugle? Ils ont dit, la science, elle n'est jamais exacte. On ne sait pas. Non. OK. Et là, après, il y avait un médecin qui a juste dit ça, puis il est parti. Il y avait un autre qui voulait expliquer encore plus. C'était moi qui a dit, OK, s'il vous plaît, j'arrête ici. Ouais, ça faisait beaucoup. Oui, ça, j'ai pas compris. J'ai pas réalisé, puis j'écoutais des choses qui sont... C'est quoi ça, dans ma tête? J'avais encore 20 ans, donc j'étais OK, c'est bon, je veux partir. Est-ce qu'en Tunisie, Shaima, la maladie est plutôt rare? Est-ce que les médecins tunisiens connaissaient bien la rétinite pigmentaire? Oui. S'il y a une chose que je peux vraiment dire sur mon pays, c'est que les médecins, ils sont très, très, très qualifiés. Très qualifiés. Mon médecin, il m'a même pas fait encore trop d'analyses. Je vous ai dit qu'il a regardé comme ça par l'appareil, il a reculé, il a vu ce que j'avais, il a compris. Donc, ils sont très, très compétents quand ça vient à... généralement dans la médecine, mais... Quoique qu'il y a un manque de moyens, c'est sûr, mais ils sont très compétents comme dans leur expertise. Donc, ce qu'ils m'ont donné, c'était des vitamines et tout. Moi, c'était toujours ma seule question, est-ce que je vais pouvoir étudier? Ils ont dit oui, tu peux. Mais est-ce que tu as vécu une période de déni complètement après? OK, Non. Après le diagnostic, non. Je n'étais ni dans le déni, ni dans le deuil. Je n'ai rien fait. OK. T'as mis ça sous le tapis? Même oui, pas? J'étais comme, OK. L'après-midi, je suis partie étudier. J'ai raconté à mes amis, vous savez, la nouvelle, on m'a dit que apparemment je pourrais plus voir la nuit dans l'obscurité. Oui, ils m'ont dit aussi pour mon champ, qui va devenir restreint, c'est ça. Le médecin, il m'a demandé, est-ce que tu vois sur tes côtés, tu traverses la rue tranquillement? Je dis oui. Donc, c'est ça. Apparemment, je le faisais inconsciemment. Je traverse la rue. Puis, Pas eu envie d'aller voir sur Internet. Qu'est-ce que c'est? Non, je ne suis pas quelqu'un qui fouille trop quand ça vient aux maladies et tout. Je n'aime pas trop fouiller. Moi, mon père, c'est un professionnel de santé. C'est un infirmier clinicien. Donc, je suis rentrée. Je lui ai demandé... On lui a raconté, évidemment. De mémoire, je me rappelle qu'il a rougi. Mais il m'a dit, c'est pas grave, ça arrive, des choses dans la vie, on va pas se plaindre. Mon père, c'est toujours quelqu'un qui est dans le courage, qui va te donner le courage. Je veux pas te faire sentir l'ampleur de ce que tu as ou c'est ça. Il était comme, c'est correct, tu peux faire tout, c'est pas grave.
OK. Shaima, on ne l'a pas dit en début d'émission, toi, tu es ici depuis 4 ans seulement. Donc, tu as vécu toute cette période-là en Tunisie. Oui. Lorsqu'on apprend justement qu'on va perdre progressivement la vue, est-ce que c'est le système qui vous prend en charge? Est-ce que tu es allé voir des psychologues? Parce qu'ici au Québec, j'imagine, quand bien quand quelqu'un apprend qu'il y a une rétinite pigmentaire, est-ce qu'on leur conseille d'aller consulter? Bien, normalement, les ophtalmologistes, c'est ici au Québec. Oui, au Québec. Normalement, les ophtalmologistes, ils sont invités à faire des références. Je pourrais pas dire est-ce que ça arrive dans tous les cas, mais ils sont fortement encouragés à le faire et ils le font de plus en plus. Fait que je dirais que ça peut arriver que certaines personnes tombent entre les mailles du système un certain temps, mais en général, les gens vont être référés vers un centre de réadaptation selon l'endroit où ils demeurent. Là. Ouais. Nous, en Tunisie, non, c'est pas comme ça. En fait, nous, parmi les pays arabes qui ont eu, parmi les premiers pays arabes qui ont eu l'école des non-voyants, ça date déjà des années 60. Mais en Tunisie, soit tu es né directement aveugle, comme à partir de là, tu vas être directement à l'école des non-voyants. Et tu vas continuer ta vie, apprendre le braille, étudier, faire ce que tu veux dans la vie, faire ce que tu veux, je veux dire comme étudier dans l'école des non-voyants, puis dans nous on appelle ça le lycée, pour dire c'est ça le lycée, puis tu as ton bac, puis par contre pour les études universitaires, t'es quand même un peu restreint dans ton choix, parce que par la suite, tu vas étudier quelque chose que tu peux travailler. Et pas tous les domaines, ils sont ouverts à ce que tu peux apprendre en étant aveugle. Fait que ce qui était très, très connu pour les personnes qui sont aveugles en Tunisie, c'est soit d'étudier kinésithérapeute. Ça, c'est très, très... tu trouveras vraiment les bons experts en ça, c'est des aveugles. Soit... donc, ce qui est kinésithérapeute, les traducteurs, interprètes, assermentés aussi. Ça, c'était vraiment juste une chose qui est exclusive pour les personnes en situation de handicap visuel. Ah oui? Oui, qui travaillent, qui étudient en tant que traducteur assermenté. Mais exclusif, est-ce que c'est dans le sens, Shaima, que tous les interprètes en Tunisie ont une déficience visuelle? Non, l'école de la traduction, elle était faite à partir de l'école des non-voyants. Il y aura des voyants, c'est normal, mais c'était vraiment intégré dans la formation. Exactement, c'est ça. Direct. C'est ça, exactement. Ah, OK. Soit tu vas trouver des aveugles qui, mettons, font des études plutôt on va dire, de lettres, ce qui est comme, mettons, de langue, apprendre les langues, anglais, français, des professeurs anglais, français, philosophie, arabe. Puis ils vont par la suite aller enseigner dans l'école des non-voyants. C'est intéressant parce que c'est tellement différent d'ici. Oui. Ici, en général, on va dire à la personne, apprends ce que t'aimes, fais ce que t'aimes. Ça veut pas dire que ça va être simple, par contre, après. Mais il n'y a pas un chemin tracé. Fait que souvent, les personnes qui ont une déficience visuelle, quand ils sont à l'âge de choisir un domaine d'études ou un travail, ils vont se dire, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis capable? Puis c'est pas toujours facile d'avoir des réponses, mais il y a pas de limites, comment je dirais, il y a peut-être moins de limites qui sont d'emblée données, mais il y a moins de direction. Fait que je trouve ça intéressant de voir que vous, il y a comme des métiers ou des professions vers lesquelles les gens sont orientés. Là. Oui, exactement. Écoute, je veux parler de tes études. On va en parler de tes études parce que ton rêve, depuis que tu étais toute petite, depuis que tu avais l'âge de 4 ans. 4 ans, oui. Alors, tu rêvais de devenir juge. Oui. Comment c'est arrivé, cette idée-là de devenir juge? J'avais ici, sur mon téléphone, j'avais sorti la photo de mon petit toutou qui était avec la toge et tout de 4 ans. Wow. Je vais vous le montrer. C'est ici. Mais conte-nous ton histoire. Oui, en fait, ce qui... Je ne sais pas, je suis née vraiment avec ce rêve-là. J'avais 4 ans. Ma mère me disait que un jour, je lui ai montré, on regardait la télé, on regardait une série, un feuilleton, puis il y avait une scène de tribunal. Puis je suis descendue de son côté, j'ai montré avec mon doigt, j'ai dit, je veux travailler ça.
Je ne connais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais rien du tout. J'ai dit juste, je veux ça. Et ma mère, elle me montrait l'avocat. Et moi, j'ai dit non, ça. Puis je montre le doigt pour le juge qui était assis exactement sur le barreau. Et après ça, elle m'a dit, ça s'appelle juge. Elle me l'a dit en arabe. Oui, c'est ça. On appelle ça juge. Et j'ai appris le mot. J'étais un enfant très intelligent, donc j'ai appris le mot. Puis depuis ce jour-là, quand on me demande qu'est-ce que tu veux devenir quand tu deviens grande, je dis juge. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Oh. Hey, écoute, vraiment, avant d'aborder le sujet des études, j'aimerais ça clarifier quelque chose parce qu'on s'est posé la question, Bianca. Oui. Il est parfaitement possible de devenir juge à 25 ans en France ou en Tunisie, alors qu'au Québec, les juges sont généralement beaucoup plus âgés, voire dans la soixantaine. La raison, c'est que les deux systèmes juridiques ont évolué différemment. Oui. Donc, au Québec, les juges sont habituellement choisis par des avocats expérimentés. Après leurs études en droit, ils doivent devenir membres du barreau, pratiquer leur profession. Pour 10 ans. Pendant des années. Puis c'est après ce parcours-là qu'ils peuvent poser leur candidature à la magistrature. Alors qu'en France et en Tunisie, la logique est différente. Les juges sont formés dès le début de leur parcours professionnel. Donc, après leurs études universitaires en droit, les candidats passent un concours national très sélectif, Shaima, pour accéder à une école ou à un institut de magistrature. Exactement. Alors, ils reçoivent ensuite une formation spécialisée avant d'être nommés juge ou procureur. Donc, dans ce système, la magistrature constitue une carrière à part entière. Donc, c'est pourquoi il n'est pas rare en France ou en Tunisie de voir des juges âgés de 25 ans, ce qu'on ne voit pas ici chez nous. Ce qui était mon cas, oui, exactement. Oui. C'est spécial, c'est spécial. Écoute, avant de parler justement, parce que ça a été difficile en Tunisie, tes études, tu y tenais, tu as travaillé très fort. J'aimerais qu'on écoute un court reportage qui a été présenté sur France 3, Nouvelle-Aquitaine, désolée. Et puis, on en reparle après, au retour. D'accord. Mathilde Timothée, bientôt juge, a seulement 24 ans. Au bras de sa colocataire Coralie, auditrice de justice comme elle passe sa dernière semaine de cours à l'ENM. Après 31 mois de stage et d'études, elle a réussi malgré son handicap visuel. Être magistrat, c'est un projet que je nourrissais depuis très longtemps. Et donc, c'est effectivement l'aboutissement d'un long processus parce que la formation est longue, comme vous l'avez dit. Et du coup, c'est beaucoup de joie, une certaine fierté et quand même beaucoup d'appréhension. Après avoir passé un bac littéraire, puis un Master 2 à Sciences Po Paris, Mathilde vient de valider son diplôme de magistrate avec des outils techniques adaptés. Je travaille donc avec un ordinateur classique, comme vous le voyez, sur lequel est installé un lecteur d'écran qui nous lit tout ce qui est marqué sur l'écran. Et j'ai aussi une petite machine en braille, un bloc-notes braille. En fait, ça marche comme un petit ordinateur. Mathilde Timothée sera juge aux affaires familiales à Dunkerque, un poste où elle sera aidée car les dossiers sont pour la plupart écrits ou manuscrits. Elle sera accompagnée de cette assistante de vie professionnelle qui est une personne avec laquelle elle travaillera quotidiennement, qui préparera la numérisation des documents dont elle aura besoin dans ses fonctions et qui, évidemment, lui lira les documents manuscrits qui ne peuvent pas être numérisés. En stage, Mathilde déjà a pu se confronter aux justiciables. Ils ont su se mettre à sa portée en lui répondant de façon intelligible et ne pas se contenter de signes de la tête. Je ne trouve pas que j'ai spécialement plus de mérite que la moyenne des gens. Après, j'ai quand même eu la chance d'être toujours très entourée. Moi, j'ai des parents qui ont toujours été présents. Mathilde Timothée prendra officiellement ses fonctions au 1er septembre. Au préalable, elle sera en préaffectation durant 3 mois à Boulogne-sur-Mer. Shaima, on vient d'entendre le parcours de Mathilde Timothée qui termine ses études pour devenir juge en France. Elle aussi rêvait de devenir juge depuis sa tendre enfance et a perdu la vue pendant ses études. Pourtant, son expérience semble avoir été très différente comparée à la tienne. Ça s'est passé en fait il y a 11 ans. Fait qu'on peut peut-être même un petit peu plus, un peu plus tôt comparativement à toi, tu sais. En l'écoutant, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Parce qu'elle a eu de l'aide, là, beaucoup. Tout. La France, c'est ça, tout, hein? Parce qu'elle a la même histoire que toi, Mathilde. Professionnel. C'est ça. Ouais. Les justiciables qui ne se contentent pas de répondre en haussant la tête de manière intelligible.
Puis elle a eu de l'aide. C'était exactement les raisons pour lesquelles on m'a éliminée en moi. C'est ça. On va commencer par le début. Parle-nous de tes études universitaires. Donc, tu as été acceptée dans cette université-là qui est prestigieuse. Exactement. Et tu allais devenir juge. Oui. Donc, tu as étudié comme une malade mentale. Exactement. Ah, raconte-nous. Oui. Moi, j'appelle ce chapitre dans ma vie une guerre. Une guerre. Les études, ça a été une guerre. Oui, c'était une guerre. On me dit souvent ici, mes amis, tu sais, les études, c'est un combat ici au Québec. J'ai dit, c'est correct. Moi, j'ai vu une guerre. C'est très correct, avec les combats, c'est supportable. Moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé donc en 2013 dans cette université-là, faculté de sciences juridiques. C'est une université d'élite. Nous, c'est comme un peu la France, donc on catégorise les universités selon les ordres d'élite, les ordres de mérite et tout. Donc, j'étais dans cette université-là qui était très, 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 très sévère. Les cours, comment ils sont donnés, la cadence des études et tout ça. Mis à part que c'est du droit, donc ce qui est demandant aussi comme étude. Au départ, j'ai commencé tranquillement. J'avais pas au départ, au plus comme 7, 8 premiers mois, j'avais pas de problème dans l'écriture. La vision, elle n'a pas encore commencé à se dégrader plus. Donc, j'écrivais normalement, je voyais normalement, je passe mes examens normalement. Moi aussi, j'étais l'étudiante qui s'assoit premier rang, c'est ça, qui va écrire. J'ai une belle écriture, j'écris rapidement, donc tout le monde fait les photocopies de mon cours à moi, fait prise de notes de moi, donc j'écris vraiment très bien, j'avais pas de problème. À un certain moment, j'ai commencé à écrire avec le stylo normal et je ne peux plus voir en fait les lignes du cahier. Ah, les lignes bleu pâle. C'est ça. Donc, les lignes du cahier, ça commençait à être pas visible pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire plus lentement parce que j'essaye de concentrer pour voir la ligne. Et là, j'ai commencé à acheter des cahiers qui avaient des lignes plus foncées. Puis nous, on écrit dans des cahiers de 200 pages, de 400 pages. Donc, c'est quand même des grands cahiers. Donc, pour pallier comme ce défi-là, j'ai commencé à chercher des stylos que je peux voir. On t'interrompt, Shaima, parce qu'on doit aller présentement pour une pause, mais on va revenir avec les études en Tunisie avec la perte de vision. On discute avec Shaima Aoussaji, qui vient de la Tunisie et qui, juste avant la pause, nous parlait du périple de la guerre, comme tu l'appelles, Shaima, les difficultés que tu as vécues durant tes études pour devenir juge en Tunisie. Donc, tu nous expliquais que, bon, les crayons, tout ça, les cahiers, c'était de plus en plus difficile à voir, puis que tu parcourais la ville là, pour trouver le matériel qui te convenait. Oui, évidemment, parce que en l'absence de centres de réadaptation, pour les malvoyants, je précise bien, parce que étant que malvoyant, que tu as eu ta perte de vision dans un âge un peu plus avancé, tu n'es plus admissible à l'école des non-voyants. Tu ne vas pas venir apprendre maintenant le braille ou n'importe quoi. En tout cas, tu n'es pas admissible. OK. Tu es admissible à rien, Shaima, finalement, non, quand tu as une malvoyance. Quand tu es malvoyant et surtout que tu as eu ça un peu plus en avant dans ta vie. Tu l'as pas, mettons, à 2 ans, 5 ans dans ta vie, on va te ramener à l'école des non-voyants. Mais en tout cas, il n'y a pas des centres de réadaptation et il n'y avait pas encore, en ce moment-là, mettons, une boutique ou un endroit où on peut aller puis acheter des aides de vision. Okay. C'est là que c'est venu à peu près en 2022. Une seule boutique. Ouais. Tantôt, Mathilde, c'était en 2. Écoute, il y a 11 ans de ça, Mathilde, où elle avait tout l'équipement nécessaire. Non, dans le c'est topo ça. En 2022, en 2022, le premier, oui, c'était une première petite
optométriste, nous on appelle ça opticienne, qui a ouvert, elle est opticienne, mais aussi elle vend, déjà elle les amène de l'Allemagne et de la France, des aides de vision. OK, pour la basse vision. Pour donc, la basse vision. Des télévisionneuses. En tout cas, ce jour-là, c'était pour moi... Je vous dis pas, c'était comme pour moi. J'ai oublié mon handicap du moment que j'ai vu tous les loupes qu'elle avait. J'ai acheté une télévisionneuse, c'était très, très cher, mais mes parents, ils l'ont quand même payé. Mais c'était en tout cas en 2022 que la personne, elle a ouvert ce projet-là, puis qu'on a eu... C'est des gens qui viennent de partout de la Tunisie, qui ont des enfants, qui commencent à être malvoyants, qui venaient tester les choses. Donc, c'était en 2022. Avant ça... Et qu'il y a des besoins, là. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent aller travailler en Tunisie, vraiment, il y a de la matière. Il y a de la matière, oui. Alors, écoute, je veux qu'on revienne. Tes crayons, tes transcrits. C'est ça. Donc, moi et ma mère, on fait toujours on cherche dans toutes les villes. On commence genre Laval, Longueuil, Montréal. Équivalent, c'est ça. On cherche comme des librairies, là où on peut trouver... des stylos feutres un peu plus foncés, là où on peut trouver des cahiers un peu plus foncés, les lignes. Et c'est toujours comme ça, on va commencer à mettre aussi, OK, aujourd'hui, on va chercher à Longueuil. Demain, on va aller à Laval. L'achat en ligne, ça se faisait pas, là. C'était pas dans la... Non, c'est ça, ça n'existe pas là-bas. OK. Là, à chaque fois que ta vision baisse, on refait le magasinage. Exactement. Tu achètes toujours un nouveau crayon, des nouveaux papiers c'est pour ça. t'adapter. Exactement. Donc, ce que tu fais, c'est que tes amis, ta mère te lisent les notes de cours et toi, tu retranscris en format géant? Non, au départ, c'était pas ma mère. Au départ, on a trouvé une librairie, une imprimerie qui a accepté, je dis bien, parce que ce n'était pas du tout quelque chose qui se passe automatiquement. C'est des imprimeries qui font pour les journaux et tout. Donc, c'était pour moi, vraiment, j'ai apporté quasiment mes analyses pour montrer que j'ai vraiment besoin de ça. Okay. Donc, c'est comme ça que la personne, elle a accepté, le directeur, et on a dû payer plus pour qu'il accepte de m'imprimer les cours, parce que pour lui, il imprime des journaux. Pour lui, imprimer un seul cours, c'est rien. Pour ouvrir toute une photocopieuse... avec l'encre et tout. Donc, c'est de la débrouillardise. Oui. J'ai beaucoup de sous, hein, aussi. Oui, donc j'imprime, je prends toutes mes cours de l'année, j'imprime. En gros caractère. Dans le fond, les textbooks, les manuels scolaires. Exactement. Donc, les codes du droit et mes cours à moi de l'université. Et ils me font imprimer en gros caractères. Au départ, j'étais capable de les retranscrire de gros caractères de là versus faire mes résumés, mes fiches à moi, de mémos et tout, toute seule avec les feutres. Dans un an, je n'étais plus capable à faire ça. Et pour vous dire, comme vous l'avez mentionné, nous, c'est un concours que tu passes après. Donc, tu as besoin de conserver tous tes cours. Ah oui. C'est pas que tu réussis, tu passes, non. Donc, j'ai dû, dans un an... Ceux qui n'étaient pas accessibles avant, les refaire. C'est ça. Oh Donc, ceux qui n'étaient pas accessibles, je les refais. Et à un certain moment, ceux qui étaient retranscrits avec le même feutre, je ne pouvais plus les voir aussi. Donc, entre 2013 et 2015, c'est bon, je ne peux plus voir tout ce que j'ai écrit avec ce feutre-là bleu que je voyais avant. Donc, j'ai commencé à encore défiler chercher des feutres qui étaient noirs et avec quoi qui font pas, tu sais, quand tu écris avec un feutre, il fait le... quand tu... Il passe à travers. Il passe à travers. C'est ça, je dois trouver un qui passe pas à travers. Donc, on a retrouvé ça et j'ai passé 2 étés de juin jusqu'au septembre. Chaque jour, je retranscris les cours de 3 ans. Ah, wow. Oui. Durant tout l'été, 3 années. Durant tout l'été, je passe toute la journée. One copiste. Ouais. Je refais tout, je réécris tout ce que j'avais à écrire parce que je dois passer l'examen dans un an, le concours national de magistrature, et je dois avoir mes cours pour réviser. Et là, c'est comme ça que ma mère, elle a commencé, pour faire vite, elle a commencé à me lire et moi j'écris. Elle me lit et moi j'écris. En plus, j'avais des choses que je mémorise encore, donc je réécris. Ma copine aussi, elle peut lire et moi je réécris. Je veux juste dire, excuse-moi Bianca, mais au Québec...
Même il y a 7 ans, parce qu'on parle d'il y a 7 tout est à ans, là, tout est à l'ordinateur, tout est fait. ça, Mais là, c'est t'imagines-tu en la Tunisie, complexité de tout ça? Clairement. Et les sacrifices que tu as fait, Shaima, aussi, hein? Dans ma tête, vraiment, je vous dis, j'étais... Souvent, maintenant, quand je suis dans mes moments de faiblesse, je me blâme. Parce que j'étais vraiment... dans l'oubli de ce que j'ai comme handicap. Je le considère même pas un handicap. Dans ma tête, c'est pas grave. Je ne vois pas bien. Moi, je fonctionne pour mon rêve d'enfance, point. Ouais. Je fais juste étudier. Mon père, il m'achète les codes. Mon père, il est trop il adore les études. Il est trop dans l'investissement de ça. Il me dit, toi, tu étudies, moi, j'achète tout ce que tu veux. Shaima, on n'a pas dit que les médecins t'avaient demandé aussi. Oui, j'allais dire ça, c'est ça. Exactement. Et à chaque fois que je fais comme la baisse de vision, elle fait des chutes très Rapide. rapides et très brutes, comme Drastique, brutales. ouais. Brutales. Donc ça fait, je m'endors. Le lendemain, je me réveille. J'ai un flou. Moins de vision. Donc, c'est ça. Mon médecin, je me rappelle très, très bien. Je l'adore, ce médecin-là. Je me rappelle, il s'assoit accroupi à mes genoux. Il me tient la main. Il me dit, Shaima, s'il te plaît, j'adore ton rêve d'enfance. Je t'adore comme personne, déterminante, présente. Mais vraiment, ce que tu fais, c'est que tu es en train de te suicider tranquillement. Tu t'épuises. Vraiment, il me dit, je te donne l'exemple d'une personne, c'est juste un exemple, on juge personne bien sûr, c'est comme si quelqu'un qui a de la diabète, qui doit pas manger trop de sucre, il va venir manger chaque jour un grand gâteau. Il me dit, c'est ce que tu fais pour tes yeux. Il faut pas étudier, il faut étudier, prendre des temps de pause, il faut étudier pour relaxer ton nerf optique, relaxer tes yeux. On n'a pas les moyens en Tunisie. Si tu étais dans un autre pays, je me rappelle très bien, il me dit, t'aurais pu être dans le sommet du pyramide. Mais ici, on n'a pas les moyens. S'il te plaît, arrête. Mais toi, c'était ton rêve. Parce que moi, j'étudie, je sais que c'est choquant, j'étudie vers les 18h, 20h. Ah ouais, dans la journée. C'est un concours très difficile, très sélectif. Tu ne peux pas réussir à moins que tu fasses ça. C'est comme si Résidana pour les médecines. C'est exactement ça. Alors, tu as réussi, t'as terminé ta formation haut la main. Oui, alors, j'ai réussi mes épreuves écrites. Ouais. J'ai réussi mes épreuves écrites et même j'ai aidé des amis à moi durant les examens. Bien sûr, comme je leur explique, je passe des temps à expliquer à des amis à moi et tout. J'ai réussi aussi par la suite les épreuves orales. J'ai réussi la 3e sur 10 000 candidats. Oh my God. Et pourtant, Shaima, 3e sur 10 000. Pourtant, à ce moment-là, c'est là que ton histoire prend un tournant complètement inattendu. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, dans ma tête, on m'a dit, Shaima, t'as réussi et tout. Dans ma tête, OK, je suis rendue. Je vais être juge. À la fin, c'est ça. Ouais. Je suis rendue, tu sais, qu'une personne qui court, puis il est rendu à la fin de la course. Dans ma tête, c'était ça. Alors que non, c'était malheureusement le commencement de la Deuxième Guerre. Ouais. Donc, nous, avant ça, il n'y avait pas l'habitude de faire des visites médicales obligatoires pour les personnes qui vont aller pratiquer. Cette année-là, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de faire ça. Donc, après une semaine, nous, moi et les 2 autres personnes qui ont réussi, on nous a invité le ministre pour nous faire comme... Il y a des prix de réussite que tu prends quand tu réussis comme un grand score, un score élevé dans le concours, vu que c'est quand même sélectif. Donc, je suis partie pour avoir le prix du ministre. Et c'est là... ce jour-là que j'ai entendu que, by the way, apparemment, on va faire des visites médicales.
je suis rentrée, c'est là que j'ai commencé à, dans ma tête, un peu... Négative, douter? Inquiétude. Ouais. On va peut-être il y aura pour me faire passer sur un médecin, il va savoir, je peux pas voir bien, peut-être. Mais dans ma tête, non, on a fait la révolution, c'est devenu différent. Maintenant, on reconnaît trop les personnes en situation de handicap. Donc, dans ma tête, c'est non. On est dans la démocratie maintenant. Alors, qu'est-ce que le médecin Shaima Le médecin, ce jour-là, c'était comme un test pour tout ce qu'il y a dans ton corps. Et passant par l'ophtalmologiste, il m'a tout de suite dit « Ah non !» Il a comme regardé, puis il a reculé « Ah non !» Tu es inapte. Tout de suite. Ah ouais. Puis il a pris la feuille, il a coché inapte. Moi, j'étais comme, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, tu sais pas, tu as une maladie qui est rétinite pigmentaire, ça évolue dans le temps, tu deviens complètement aveugle, tu deviens inapte. Et moi, j'ai commencé, bien sûr, à entrer dans une panique. Honnêtement, c'était le choc. Je ressentais exactement comme si on est en train de me verser des seaux de glaçons sur mon corps. Mes copines étaient debout à côté. Qui connaissent l'histoire, elles ont commencé à pleurer. Moi, j'ai commencé à... Pourquoi moi, j'ai étudié, j'ai réussi, pourquoi je serais inapte? C'est une baisse vision. Il m'a dit, encore, tu es en train de débattre, tu n'as pas honte avec ce degré de baisse vision en ayant juste 26 ans. T'as pas honte de demander de pratiquer? Toi, tu ne pourras même pas voir l'inculpé comme les justiciables. Tu ne pourras même... Est-ce que tu vas attendre que tu lis ou tu entends ou tu parles à la personne? Moi, j'étais comme... j'ai pas répondu. Puis après ça, j'ai commencé juste à pleurer. Mes copines, elles ont dit, mais c'est elle qui nous explique. On a pris ses résumés. C'est elle qui nous enseigne toujours. C'est la personne qui a réussi. C'est là qu'a commencé un peu comme tout le monde, il parle et tout. Il m'a dit, allez, sortez, faire n'importe quelle autre chose. Pour moi, tu es pas capable, même pas capable de travailler dans un dépanneur. Ah ouais, hein? Pour moi, tu n'es même pas capable de donner des boîtes de tomates. Exactement le terme qu'il m'a dit. Il m'a dit, il s'est mis debout, il a dit, s'il vous plaît, commencez pas à crier, parce que moi je pleure dans une panique, mes amis aussi. Allez sortez faire le drame dehors. Est-ce que c'est épouvantable. Shaima, est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, tu considères que tu as été victime de discrimination de la part de ton pays? Parce que dans Définitivement. Le fond, ouais. Hein? En fait, c'est pas le pays, mais le gouvernement. Le gouvernement. Définitivement. Ouais. Définitivement. C'était souvent maintenant, dans mon quotidien, j'entends des personnes qui disent « la discrimination, on passe par la discrimination ». Je dis dans ma tête, les gens, ils le disent comme un mot. Je me demande le sentiment, ils le savent pas. Ouais. Mais est-ce qu'ils connaissent l'ampleur du mot de... L'ampleur du mot, oui, mais la personne qui l'a ressenti, c'est complètement autre chose. Je n'enlève rien aux personnes qui sont entrées pour la cause, mais je veux dire, quand tu le ressens, tu peux le défendre beaucoup plus parce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment. En tout cas, cette discrimination-là n'était pas cachée du tout. Tu sais, parfois, ça peut être plus ou moins caché. Non. Il y a une question que je me pose en t'écoutant, Shaima. Je me demande, dans le domaine de magistrature, est-ce que la parité homme-femme, est-ce que c'était à peu près équivalent? Oui. Okay. Nous, c'est très... La femme, elle est très... comment dire, comme... respectée. Exactement. Elle a trop ses droits en Tunisie. Nous, il y a des ministres des femmes. On a des... Vraiment, tu sais quoi? Dans les juges, j'ai vu plus de femmes que des hommes. C'est vraiment... Si on imagine un étudiant homme ayant une déficience visuelle, par exemple, est-ce que... Il aura la même chose. La même chose. C'est vraiment la déficience visuelle. Oui. C'est drôle, mais mon cousin, il a rencontré une fois un Tunisien aveugle aussi,
qui vit ici au Québec, qui est aussi tunisien et qui a quitté il y a à peu près dans les années 98. OK. Parce que aussi, on lui a dit non, t'es... Même chose, même histoire. Oui, Ah ouais. ça rapproche. Lui, c'était les enseignants qui lui ont dit. Avant qu'il passe toutes les raisons pour lesquelles il est venu au Canada. Shaima, il y a eu des périodes de déprime après ça, de dépression, parce que, écoute, après le nombre d'années d'études que tu as faites, Exactement. de te faire refuser L'intensité des études aussi. L'intensité des études, mais je dirais aussi le choc de la méchanceté avec laquelle... Exactement. Hey, c'est un choc de se faire parler comme ça. Hey. Est-ce que... Je veux juste parler aussi du fait que toi, tu as une malvoyance, et non, on en a parlé brièvement. Oui. En Tunisie, la malvoyance n'est pas reconnue. Est-ce que si tu avais eu une déficience visuelle complète, tu n'aurais pas pu, là? Tu n'aurais pas pu... Non. Plus. OK, mais bon. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ce n'est pas reconnu? Ça veut dire que tu n'as pas de choix, tu n'as pas d'option. Soit tu es né malvoyant, on revient toujours à l'idée. Tu dois être né comme ça pour aller directement dans le chemin qui est fait pour ces personnes-là. Quand tu l'as plus tard, après dans la vie, tu es perdu. Parce que déjà, tu es voyant, tu deviens un non-voyant, tu ne connais pas le braille. Qui va t'apprendre le braille? Il y a l'école des non-voyants qui ne va pas t'accepter parce que tu deviens comme ça. Okay. En tout cas, c'est tout un... Fait que c'est pas le fait d'avoir une vision qui est comme ni celle d'une personne voyante, ni celle d'une personne non-voyante. C'est pas le fait d'être dans l'entre-deux. C'est le fait que ça arrive plus tard. C'est ça. Okay. Et on comprend pas trop. Pour généralement, les médecins, ils le savent, mais pour la population, le peuple, soit tu es complètement aveugle, et ça, on est très correct avec ça. La Tunisie, on a comme une anecdote qu'on dit, si tu veux connaître les actualités, va t'asseoir avec un aveugle. Parce qu'ils sont très, très dans l'actualité, ils savent tout, ils sont très éduqués, très cultivés, les complètement non-voyants. Dans mon pays, ils ont rien à faire, fait qu'ils étudient toujours. Ils étudient. Donc, j'ai une amie qui est un docteur en philosophie. Elle est complètement non-voyante, donc c'est comme ça. Mais malvoyant, tu es perdu. Malvoyant tardif. Tardif, oui. Parce que être né malvoyant... Non, mais né malvoyant, ils vont te prendre comme complètement aveugle, puis ils vont te faire apprendre le braille, ils vont te faire apprendre tout ce qu'il faut, puis tu vas continuer la vie. Ça ressemble beaucoup au modèle qu'il y avait ici. Il y a, tu sais, parce que la réadaptation au Québec, c'est beaucoup dans les années 60-70. Avant, c'était des écoles spécialisées comme l'Institut Nazareth, qui était avec les jeunes filles, l'Institut Louis Braille pour les jeunes garçons. Puis quand il y a eu la désinstitutionnalisation, là, dans les années 1960, c'est là que les personnes avec déficience visuelle ont commencé à avoir de la réadaptation, que l'État a pris le pas sur les institutions religieuses qui faisaient comme plus l'enseignement, tu sais. Fait que c'était un modèle qui ressemblait à ça. Fait que c'était difficile pour les personnes qui perdaient de la vision plus tard. Puis les enfants, ben, qui voient ou qui voient pas, ils étaient instruits sur le mode non-voyant souvent. Là, fait que exactement. C'est intéressant, c'est un peu similaire dans certaines choses. Ouais. J'ai envie de parler d'accessibilité en Tunisie parce qu'on en parle souvent ici au Québec. Si je te déposais aujourd'hui seule dans le centre-ville de Tunis, ce serait quoi tes principaux obstacles? Non. Non. As-tu une autre question? Non, mais j'ai fait un réflexe parce que j'ai deux réponses en fait. On va soit aller par mémoire. Parce que moi, j'étais née dans le centre-ville de Tunis, a grandi là-bas et étudié là-bas dans l'école des sœurs françaises. Moi, j'ai étudié toute ma vie dans l'école française. Donc, soit je vais aller par mémoire, donc je connais très bien le chemin. Je peux me rendre là où je dois me rendre, mais par contre, je ne peux garantir en aucun moyen de ne pas casser ma face durant le chemin. OK, ouais. C'est pas un jeu morceau. OK, là, tu me parlais... Je peux tranquillement casser 2-3 fois, mais ma face... Là, tu me disais que les voitures, ils n'ont pas vraiment de réglementation pour le stationnement. Non.
Partout sur les trottoirs. Tu peux trouver sur le trottoir des arbres cassés, des chaises, des personnes qui sont debout. Toi, tu vas dire, excusez-moi, je veux passer. Il va te dire, le chemin, il est très grand. Tu peux passer par n'importe où tu veux. Contourne-moi. Exactement. Ouais. Après ça, tu vas trouver les vélos qui sont des voitures qui sont sur le trottoir et pas dans la rue. Tu descends pour marcher sur la rue, tu risques les voitures. Parce que les voitures ne respectent pas non plus les feux de circulation, tu disais. Non. Un feu rouge, on s'en fout. On s'en fout. Les personnes qui se déplacent avec une canne blanche à Tunis. Hey, je vous dis vraiment, je salue vraiment le maintenant, courage. avec de recul, je salue les aveugles en Tunisie. Ils sont vraiment courageux, ils risquent leur vie chaque 2 minutes. Et ils le font quand même. Ils sortent, ils marchent. Ils sont très orientés. Je ne sais pas comment ils le font. En tout cas, si j'étais parmi eux, je crois que j'aurais pas le courage autant de eux pour sortir toute seule. Je précise bien toute seule, parce que moi, les 10 ans que j'ai passés en Tunisie entre ma perte de vision et venir au Canada, c'était tout le temps ma mère, mon support. Je dis maintenant souvent, je dis à maman, je m'excuse maman pour l'arthrose que tu as sur tes genoux, parce que je sais très bien parmi les causes que tu as ça, parce que tu as marché de longs chemins avec moi, parce que tu étais toujours obligée de sortir, m'emmener pour prendre un taxi, sortir pour aller avec moi dans n'importe quel endroit que je veux. Wow. Ah ouais. Et ma mère, elle a jamais dit non, je ne peux pas. Elle sort toujours avec moi. Inconditionnel. Oui. Comment ça s'est passé ici, en arrivant au Québec? Ouais, là, ça fait 4 ans. Tu es ici, presque seulement 4 ans. oui. OK. Ton arrivée au Québec, c'est ça? Oui. Moi, vraiment, l'idée de venir au Canada, c'était vraiment venu comme ça, par coïncidence. Je crois que le destin, il a fait que je viens au Canada et pas dans un autre pays. Parce que moi, dans ma tête, j'ai pensé à aller en France parce que je connais plus le système éducatif. Je peux directement pratiquer pour mes études sans refaire et tout. Donc, dans ma tête, c'était... mais un jour, j'étais avec ma professeure enseignante. C'est un maître de conférence qui vient ici faire des cours souvent à UQAM. OK. Ma professeure, oui, de droit. Et on parlait ensemble. Puis elle m'a dit, Shaima, va au Canada. Moi, j'ai des cousins ici qui me disent toujours viens, mais dans ma tête, la neige, le pays. On m'a dit le pays, il est grand. Comment je vais? Peut-être la France, c'est petit. Ma mère, elle peut venir, c'est quand même proche de la. Ouais. C'est comme ça que j'ai pensé. Parce que tes parents sont encore en Tunisie, hein? Oui. OK. Moi, je suis t'es pas ici retournée. avec ma sœur. OK, tu n'es pas retournée. Non. OK. Non. Donc, c'est ça. Elle m'a dit, pense au Canada. Je te dis, moi, je m'en vais toujours en France, je m'en vais au Canada. Je te dis, Canada, et les gens, ils sont très habitués aux immigrants. Ils connaissent les immigrants. Ils sont ouverts. C'est plus de l'humanité. Elle m'a beaucoup parlé des choses qui sont comme pour le quotidien. Elle m'a dit, peut-être t'aurais à refaire des études, à refaire des choses, mais c'est pas grave. Évite vraiment d'aller n'importe où autre que Canada. Ouais, okay. Et là, moi, j'étais vraiment dans une période de entre guillemets dépression parce que c'est venu le Covid, j'ai préparé pour aller en France, puis après ça j'ai reçu des refus à cause de Covid. Entre autres, j'ai ouvert un cabinet de conseil juridique, consulting juridique en Tunisie. Ça marche mon cabinet, mais je dois toujours faire en sorte de entre guillemets, cacher mon handicap, pas de manière pour induire les autres en erreur, pas du tout, mais pour que je gagne mon client au départ, pour que il ait confiance en moi pour mes compétences, parce que j'ai découvert que les gens, ils ont tendance à confondre entre ce que tu as mentalement et ce que tu as comme déficience, on va dire, intellectuelle versus déficience visuelle. Quand je dis ça directement, ils disent « Mais tu comprends quand même. » Oui. En ayant le sentiment que tu es juge dans ton cœur, tu es tellement qualifié et les gens, ils vont te dévaloriser parce qu'ils confondent les choses. Ils n'arrivent pas à mettre ça ensemble dans la même personne. Et pourtant, déficience visuelle et
Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans leur tête, tant que tu as quelque chose qui ne va pas physiquement, ils vont associer ça à quelqu'un qui a une déficience intellectuelle directement. Parce que c'est la plus populaire dans la tête des gens. Ouais. Alors, l'émission tire à sa fin, Shaima. Okay. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer en Tunisie pour qu'une jeune fille malvoyante puisse rester dans son pays, étudier, travailler, réaliser ses rêves? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Beaucoup de choses. Parce que moi, quand je suis venue ici, mettons au Québec, j'ai pas à tout le temps me justifier. J'ai pas à tout le temps m'expliquer. J'ai oublié d'expliquer, ça veut dire quoi malvoyant. J'ai oublié, mettons pour mes études, j'ai appris le lecteur d'écran. C'est vrai qu'il y a le combat qui continue toujours, mais quand même. Donc, si j'aimerais changer des choses, ça sera beaucoup de choses, mais déjà, premièrement, dans la mentalité des gens, d'accepter la déficience visuelle. Ça arrive, on ne l'a pas choisi, on est en train de faire avec, juste nous aider, mettons par les moyens d'accepter la synthèse vocale, d'accepter d'avoir des ordinateurs. L'accès à des technologies. C'est ça, l'accès à des technologies, parce que même si tu les as, après, il faut les accepter. Il ne faut pas dire, tu vas tricher avec ça, tu vas... et après ça, l'emploi. Il faut accepter les personnes en situation de handicap à travailler, à leur donner leur valeur scientifique. À travers leurs compétences. À travers leurs compétences, c'est ça. Parce que moi, même si j'ai porté des plaintes, j'ai présenté des plaintes au tribunal administratif et tout, j'ai pas réussi à décrocher mon droit. Alors, c'est un autre chemin qui s'ouvre à toi ici. On te souhaite bonne chance, Shaima. On te souhaite bonne chance. J'ai envie de dire juste un mot. Ici, au Canada, depuis que je suis venue, je me sens vraiment chez moi. Et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Vraiment, Alors, c'est déjà tout pour cette édition de Y voir clair autour du monde, consacrée à la Tunisie. Un immense merci à notre invitée Shaima. En fait, tu as été très généreuse, Shaima, franche. Ton témoignage est très inspirant. Merci également à Bianca Lucier d'Alpé pour son éclairage toujours pertinent, ainsi qu'à Mathieu Tessier à la mise en onde. Merci d'avoir voyagé avec nous et à bientôt pour une nouvelle destination de Y voir clair autour du monde.